Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. À quelques jours de la rentrée scolaire, les prix ont commencé à flamber dans les différents marchés. Du coup, les plaintes des clients se multiplient à cause de cette hausse. Les commerçants ne le font pas de gaieté de cœur, argumente-t-il. L'année là, pour l'instant, nous ne voyons pas assez de l'engouement d'abord. Peut-être, salut à la poste électorale de notre pays, ou bien nous sommes au milieu de ce mois, ça peut être l'impact encore économiquement. Nous attendons peut-être fin de mois, s'il y aura de paiement, ça peut aller, mais pour l'instant, nous ne voyons pas autre. Bon, ça marche à le ralenti, c'est pas comme l'habitude. Avec les postes électoraux là aussi, ça a créé beaucoup de choses là. La clientèle ne se bouscule pas, reconnaît ce vendeur de tenues. La reprise des classes s'annonce morose cette année. Ça ne passe pas comme l'année dernière. Cette année-là, il y a trop de difficultés dans ça parce que les clients se plaignent beaucoup, soit disant que le prix est cher, alors que ce n'est pas nous. Nous, si on nous vend avec le prix cher, si on a 100 fois qu'on gagne un peu. Mais ça ne se passe pas comme prévu, comme l'année passée. Adama Kamara trouve très cher ses objets scolaires. La conjoncture n'est pas pour lui faciliter la tâche. Conséquence, elle n'a pas pu s'acheter tout ce qu'il faut pour ses enfants, confie-t-elle. Je suis venue acheter la tenue, mais cette fois-ci c'est très dur. Bientôt l'ouverture, on n'a rien et ils ont dit à l'école de payer 3 mois. Selon les marchands du marché de Matoto, cette crise post-électorale serait à l'origine de la cherté des fournitures scolaires. La finalisation de ces 2 dernières conventions vient compléter le cadre d'investissement de projets d'exploitation des gisements des blocs 1 et 2 de Simandou. Ces conventions ferroviaires et portuaires portent sur les conditions particulières de construction des infrastructures concernées. Le consortium s'engage à construire une ligne de chemin de fer de 650 à 679 km reliant la mine à un port en eau profonde de 80 millions de tonnes par an comme capacité. C'est le plus grand projet minier actuellement au monde. Ce n'est pas une petite affaire. Et seule l'entreprise ne pourra pas le faire. Seul le gouvernement ne peut pas le faire. Il faut l'adhésion des communautés environnantes. Il faut l'adhésion de tous les services publics. Il faut l'adhésion de tous les Guinéens. Cette convention a été négociée entre les représentants de l'État guinéen et ceux de l'investisseur autour du droit applicable et la stabilisation fiscale et douanière, les stipulations concernant le régime d'accès des tiers dans le cadre de la politique de mutualisation des infrastructures auxiliaires aux mines et le transfert des infrastructures ferroviaires et portuaires à l'État. Les revenus directement liés à ces mines vont être importants pour le budget de la nation, mais aussi les revenus indirects par les emplois qui sont créés à travers les sous-traitants. Tout ceci est aussi l'aboutissement, il faut le dire, d'une vision du président de la République qui, en 10 ans, a fait de la Guinée un acteur majeur dans l'espace minier mondial. Et je crois qu'il s'agit d'actions qui sont toutes à son honneur et qui permettent à notre pays d'engranger des ressources importantes qui vont lui permettre de financer tout son développement et notamment les autres secteurs. Comme impact, ce projet de développement minier des blocs 1 et 2 de Simandou par ce consortium, dans son exécution, va créer plus de 65 000 emplois directs et indirects. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre un programme de formation de transfert des compétences en faveur des Guinéens. Ce qui nous rassure, c'est que les investisseurs sont déjà sur le terrain, ont déjà commencé les travaux préparatoires et les études. Et donc cela nous donne beaucoup d'espoir qu'ils respecteront leurs engagements. Ils en ont déjà donné la preuve en Guinée. La mise en œuvre du projet est le prochain défi, et je dirais même le plus important auquel nous allons nous attaquer. Les revenus directs de l'État sont estimés à plus de 15 milliards de dollars américains sur la durée de la convention de base. Le chemin de fer, le matériel roulant et les infrastructures portuaires seront gratuitement transférés en bon état d'entretien et de fonctionnement à la fin des 2 conventions qui est de 35 ans.
Face aux multiples crises que le pays a enregistrées pendant l'élection présidentielle, le mouvement Guinée avant tout préconise l'instauration du bipartisme. C'est au cours d'un point de presse animé à la MDP que les responsables du mouvement ont expliqué la nécessité de ce système politique en Guinée. Après une analyse profonde et critique sur la situation, nous avons trouvé que vraiment c'est le système qui nous a été imposé. Parce que ce n'est pas les Guinéens qui se sont retrouvés pour dire non, il faut adopter ce système-là. C'est un système qui nous a été parachuté, si vous le voulez. Eh bien, depuis là, la Guinée ne se retrouve pas. À chaque approche des élections, c'est des exactions, c'est des enfants qui tombent. Présent à ce point de presse, Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile. Il trouve nécessaire le passage du multipartisme au bipartisme. Quand vous prenez les résultats des dernières élections tout récemment, il y a 2 grands partis politiques qui se partagent les 90% du suffrage. Mais est-ce que nous n'avons pas déjà les bases du bipartisme? Il suffit seulement d'avoir le courage de mentionner dans la Constitution et sur la base du suffrage qui est obtenu par ces candidats depuis ces élections-là, avoir un exposé des motifs, des argumentaires pour qu'on aille à un débat constitutionnel sur le système politique en Guinée. En tant que société civile, il rappelle qu'après avoir examiné les années de démocratie et de multipartisme en Guinée, ils se sont rendus compte que les maux les plus importants de la société guinéenne sont provoqués par ce système. Tout le monde est convaincu qu'à chaque élection, au lieu que ce soit les projets de société qui s'affrontent, c'est des hommes providentiels qui s'affrontent, c'est des ethnies qui s'affrontent. Même des corporations aujourd'hui se confondent à des partis politiques, à des embranchements de partis politiques. Imaginez, le secteur du commerce est en train d'être politisé. Le mouvement Guinée avant tout compte faire adhérer les différentes couches influentes de la société, notamment les religieux, les chefs coutumiers, les universitaires, en passant par la diaspora, pour démontrer le bien fondé du passage du multipartisme au bipartisme. C'est dans une déclaration lue en ce début de semaine que l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie s'est résolue à suspendre ces manifestations de rue. Cette décision est l'effet immédiat du bilan macabre des récentes manifestations qu'a connu le pays juste après le scrutin présidentiel. Il s'agit aussi, selon ses membres, de revoir les stratégies de revendication pour obtenir la proclamation des vrais résultats de la présidentielle. Vous savez qu'il y a eu des morts, vous savez qu'il y a eu des dégâts matériels. Nous allons, c'est vrai qu'ils ont restitué les corps, mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, nous sommes en train de se préparer. Et la préparation, ce n'est pas en 1 ou 2 jours. Nous sommes en train de préparer. Je ne peux pas dévoiler ici nos stratégies par rapport à la manifestation. Ce qui reste clair, la manifestation est suspendue temporairement et nous allons continuer parce que c'est un droit constitutionnel et nous allons récupérer notre victoire. Le président de l'Union pour le changement de Guinée espère que cette déclaration ne sera pas de simples mots, mais elle sera bien suivie d'actions concrètes. Les actions de nature à préserver la paix et la quiétude sociale dans le pays. Bon, ça fait 85 morts déjà sur la crise en Côte d'Ivoire. Et qu'il y a eu plus de 500 blessés et plusieurs dégâts matériels. Et vous voyez tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, les deux s'asseyent et ils discutent. Bon, je pense que c'est salutaire. Encore en Guinée, je pense que c'est la même chose. Et je suis sûr qu'on arrivera là. On arrivera là au nom de la paix. Face à cette question de dialogue dont fait montre la Côte d'Ivoire, Diabati Doré, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, déclare que les dialogues n'ont jamais abouti avec ce régime guinéen. Pour lui, Alpha Condé et Alassane Ouattara sont 2 hommes politiques différents. Alpha Condé a respecté quel dialogue ici? On a eu combien de dialogues dans notre pays? Ça commence, ça ne s'aboutit pas. Quand il voit que vraiment ça ne va pas dans son intérêt, il dit bon, bloquez, arrêtez. Un chef d'État, Ouattara, après l'annonce de la Cour constitutionnelle, il a fait une adresse à la nation. Il a présenté d'abord ses condoléances aux familles éplorées. Et il a condamné fermement. Et il dit que les auteurs seront traduits à la justice. Mais M. Alpha Condé, c'est pour se faire un bain de foule. Les 2 premiers mandats d'Alpha Condé, faut-il le rappeler, ont été émaillés de violence suite aux manifestations sociopolitiques. C'est pourquoi le président de l'UGC demande à toutes les parties prenantes d'œuvrer pour la conservation de la paix et d'éviter les bavures.
9h30, un homme de 36 ans arrive aux urgences de l'hôpital de Libourne. 128 de pulse, 19 en ventile. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que tout, fièvre, difficulté respiratoire. Des symptômes classiques d'une infection au Covid-19. Aussitôt, l'homme est emmené dans cette partie spécialement aménagée. Avant la crise, c'était le parking des ambulances. Depuis, il a été calfeutré par des planches et chauffé pour permettre de prendre en charge les malades en les isolant du reste des urgences. L'équipe peut commencer à prendre le patient en charge, à le techniquer, voilà, sans qu'il y ait obligatoirement un médecin dans cette zone. Et ensuite, il sera redéployé dans le service, dans une zone qui est également dédiée aux patients suspects Covid. À côté de ce jeune patient, un octogénaire arrivé quelques minutes plus tôt. Lui souffre d'une détresse respiratoire sévère. Il attend de pouvoir être hospitalisé dans une unité Covid de l'hôpital. Depuis septembre, l'établissement s'adapte jour après jour, heure par heure, en réaffectant des salles pour faire face à l'afflux continu de malades. Actuellement, la situation au CH de Libourne est tendue, mais elle est encore sous contrôle. En termes de soins critiques, nous avons bien sûr renforcé nos soins critiques et nous sommes à peu près à 50% de taux de remplissage. Dans le service de réanimation, un calme apparent règne. Pourtant, les 12 salles sont déjà occupées, la quasi-totalité par des patients Covid graves. Du coup, chaque espace disponible est réquisitionné. On est en train d'équiper les soins continus en réanimation, en installant des respirateurs, en augmentant le nombre de seringues électriques. On va pouvoir monter assez facilement à 23 lits de réanimation. Les murs, c'est peut-être pas le plus compliqué c'est d'avoir le personnel qui correspond. Le personnel soignant, le véritable casse-tête de cet hôpital de taille moyenne. Face à la demande, difficile de recruter à l'extérieur. C'est donc le vivier en interne qui est sollicité. Des personnels de gériatrie, de rhumatologie ou pneumologie ont été formés lors de la première vague et reviennent renforcer les équipes. Le personnel, il faut bien le prendre quelque part et on est obligé d'alléger d'autres unités. Et donc toute la difficulté, c'est de mettre le curseur au bon endroit et de ne pas trop déshabiller Jacques pour Paul et de le faire vraiment à couteau tiré de telle façon à ce que l'on tienne la durée. Depuis vendredi, Nicolas, infirmier en spécialisation de réanimation, est venu en renfort. On est assez inquiet, surtout sur l'accélération, et on a vraiment peur que ce soit brutal et qu'on soit vite débordé. Des bras précieux pour la réa, où chaque jour des patients graves, comme cette dame, doivent être retournés sur le ventre pour améliorer leur ventilation. 5 soignants seront nécessaires pour cette opération délicate qu'il faudra reproduire dans 18 heures. Hélène, elle, est arrivée jeudi soir, hospitalisée d'urgence par son médecin. Je suis lourde. Le moindre mouvement me demande beaucoup d'efforts. De me lever, de lever le bras, de me tourner, de m'asseoir. Elle a pu avoir une place dans le service des maladies infectieuses, car une partie du service de médecine interne a été réquisitionnée et une bâche fait désormais office de cloison temporaire. Depuis septembre, on a déjà accueilli beaucoup de patients. C'est-à-dire on est en train de dépasser déjà ce qui s'est passé à la première vague. Même si le service est complet, ce jour-là, le silence est pesant. 2 patients viennent de mourir. Cet homme de 70 ans était arrivé la veille. Depuis le début de la crise, 30 patients Covid sont morts au centre hospitalier de Libourne.